Bonjour Julien, Bonjour, ça va bien? ça va et toi? Merci d'être sur le podcast ESD aujourd'hui, donc le ESD Podcast. On va parler du métier de RSSI. Et avant de commencer le métier de RSSI, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que l'objectif de ce podcast, en tout cas de cette série, c'est de parler des différents métiers afin de transmettre à des personnes qui voudraient comprendre les métiers de la cybersécurité, voire des personnes qui sont dans la cybersécurité, avoir un retour d'expérience sur ce que c'est un métier. Et en l'occurrence aujourd'hui, le métier de responsable de la sécurité des systèmes D'information. d'information. Julien, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle Julien Pan, j'ai 25 ans et je suis RSSI du GHT Normandie Centre. Donc, je me permets d'expliquer la chose, parce que là, c'est beaucoup d'abréviations et c'est pas clair pour tout le monde. Donc, RSSI, comme tu disais, responsable de la sécurité du système d'information. Le GHT Normandie Centre, c'est le groupement hospitalier des territoires. C'est un groupement d'hôpitaux, de systèmes hospitaliers. Et Normandie Centre, c'est le nom de ce groupement. Ça fait à peu près, pour situer géographiquement, le Calvados et quelques hôpitaux qui sont à la frontière entre l'Orne et le Calvados. Sacrée Et c'est ça. responsabilité. Et ça fait du coup, et au tout, c'est 9 établissements de santé, donc 7 centres hospitaliers, un EPSM qui est un établissement public de santé mentale, et le CHU de Caen, qui est l'établissement support dedans. Donc l'établissement support, c'est l'établissement dirigeant, si je puis dire. Et ça fait à peu près, pour le nombre de personnes au niveau du travail, ça fait 12 000 personnes qui travaillent jour et nuit. Donc je compte les soignants, l'administratif et tout ça, quoi. Bon, avant de parler de quelles sont les tâches du RSSI, est-ce que tu pourrais nous dire ton parcours? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les jalons de ta carrière? Mon parcours, moi j'ai découvert rapidement que j'aimais l'informatique avant de découvrir la cybersécurité. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers un bac pro en informatique, système électronique numérique, maintenant SN, où j'ai fait plusieurs stages, dont des stages où je suis rentré pour la première fois dans le milieu médical au centre hospitalier sud-francilien, où je suis rentré via mes parents qui travaillaient là-bas. Donc j'étais toujours baigné dans ce milieu médical. Et après mon bac pro que j'ai eu, le CHSF m'a proposé une alternance, m'a dit qu'il voulait me voir en alternance. Donc j'ai accepté, donc je suis passé en BTS SEO en alternance au CHSF où je faisais technicien de proximité. Donc je me déplaçais dans les services, je pouvais changer les écrans, les lecteurs de carte vitale, réparer les ordinateurs. Donc très intéressant, très multitâche, mais très intéressant pour mettre un premier pied dans l'informatique et découvrir un peu, toucher un peu à tout. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, où ça m'a bien plu. Puis après, j'ai eu mon BTS et je me suis orienté vers une licence pro. Puis là, on arrive dans un nom barbare, MISIGD option APCRA. Donc on reste dans les noms barbares. Donc, mais en gros, c'est la continuité du BTS SEO. Donc c'est toujours tout ce qui est gestion de serveur, gestion de réseau. Sauf que dans la licence, on ajoute une partie gestion de projet. Et on ajoute aussi une partie comprendre un peu le code, le développement, avoir un peu les bases du Python, du C. Et j'ai fait ça, j'ai fait mon alternance à la fac d'Evry. Bon, j'avais cours dans cette fac et j'étais aussi alternant, ce qui était c'est un peu bizarre, mais D'accord. c'était intéressant. Ça a été très intéressant parce que par rapport au CHSF, où on est très, très cadré, il y avait une quarantaine de personnes, donc on a une fiche de mission, on fait notre tâche. Là, c'était dans un des bâtiments de la fac, donc là, vraiment, je pouvais brasser une prise, comme changer tous les écrans d'une salle de classe, comme voir pour une application, configurer un serveur. C'était vraiment très multitâche. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et à la suite de cette licence pro, j'ai voulu déménager sur Caen, parce que j'avais des amis que je m'étais fait sur Internet. Et puis Caen, c'était une ville qui me plaisait bien, qui était assez dynamique, qui avait un bon pôle informatique quand même. Donc j'ai déménagé. Et j'ai cherché un master, mais j'avais aucun master qui me plaisait. Puis je me suis pris peut-être un peu au dernier moment aussi. Donc j'ai travaillé. Donc j'ai fait d'abord de l'intérim à l'URSSAF pendant 6 mois, où j'ai fait ma mission. C'était plutôt bien. Puis mais je voulais revenir au médical après l'intérim. Un milieu que j'aime beaucoup. Donc j'y étais au culot, j'ai candidaté, j'ai noté sur internet DRH CHU de Caen. J'ai trouvé l'email et puis j'ai envoyé mon CV, mes lettres de motivation. J'avais mon ancien employeur, le CHSF, m'avait fait une lettre de recommandation que j'ai donné dedans, j'ai expliqué mon parcours, ce que je voulais. Et puis 1 mois après, j'ai été recontacté. Donc super, pour faire cette fois-ci de la hotline. Donc ça revenait un petit peu à ce que je faisais au CHSF, mais là cette fois-ci je ne me déplaçais pas. Donc répondre au téléphone quand les gens ont un problème, soit je le fais à distance, soit je fais un ticket, et un peu de configuration de serveur. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, mais pas que ça me plaisait pas, mais je trouvais ça dommage que je tente pas un master, je trouvais ça dommage, je voulais quand même essayer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une école, et je suis tombé sur ESD du coup.
Et j'ai candidaté, j'ai fait les tests, j'ai été accepté. Du coup, je devais chercher une alternance parce que j'avais déjà mon appartement, ma vie, je vivais plus chez mes parents. Du coup, je pouvais pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et j'ai proposé, j'ai été au culot aussi, j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'informatique. Avec le directeur, je lui ai expliqué. Donc, je suis arrivé avec mon CV, tout le programme de l'école, le rythme d'alternance, tout ce qu'il fallait. Puis je lui ai expliqué. Je lui ai dit que voilà, moi, je voulais rester ici parce que j'aime beaucoup le service, je le connais bien. Puis ils m'ont fait confiance. Donc, ils m'ont pris en alternance comme projet pour ouvrir un SOC. Je m'appellerai toujours d'ailleurs parce que j'avais pas d'expérience. Je connaissais l'informatique, enfin le cybersécurité, ce que je faisais de l'informatique, mais juste de base. Je m'appellerai toujours comme mon chef, on m'a accepté, qui m'a présenté mes missions. Il m'a dit bon, Julien, tu vas ouvrir un SOC avec un EDR et un SIEM. Je me rappelle, c'est ma petite fiche que je prenais des notes, j'ai marqué SOC, point d'interrogation, SIEM, point d'interrogation, EDR, point d'interrogation. Parce que je savais pas ce que c'était. Il m'a dit oui, tu sais, je fais sincèrement. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Je fais non. Il me fait bon, on t'apprendra, on te suivra. Puis c'est ça, ils m'ont tout de suite fait confiance. Puis pendant un an, j'ai fait ça. On a travaillé, j'ai fait une alternance pendant un an. Donc je passais de hotliner à ingénieur cyber. Pendant un an où j'ai travaillé avec un RSSI qui venait d'arriver, où j'ai travaillé. J'ai beaucoup appris avec lui. Mais malheureusement, il est parti pour X raison, il est parti au bout d'un an à peu près. Et moi, c'est le même moment où je finissais mon alternance. Donc du coup, je finis mon alternance en septembre 2024. Donc je continue, je cherche un peu du travail, mais c'est compliqué, voilà. Et puis début 2025, je vois qu'il y a un poste qui est ouvert au CHU de Caen pour un RSSI de GHT. Donc je candidate, je me dis de toute façon, j'ai rien à perdre, au pire on me dit non. Et puis je candidate, et puis ils prennent du temps, ce qu'ils m'ont dit, puisqu'ils me connaissaient déjà par équité. Je suis passé en tout dernier, ils ont fait d'abord tous les entretiens des autres personnes avant moi, parce que moi, je n'avais pas présenté mon parcours parce qu'ils me connaissaient, j'avais déjà travaillé avec eux. Donc au bout de quelques mois, là je suis contacté, donc je fais l'entretien avec eux. C'était plutôt un entretien de savoir est-ce que j'étais conscient du rôle, est-ce que j'étais capable pour le rôle, parce que ils n'avaient pas me posé une question classique du votre parcours, ce qu'ils connaissaient. Et c'est ce que j'ai dit, je me suis vendu, j'ai dit la vérité, je leur ai dit que oui, j'étais conscient, que je connaissais tout ce qu'il fallait avec la formation de SD, mais que j'avais beaucoup de théorie, pas de pratique. À 25 ans, je leur ai dit, ça serait très ambitieux de ma part de dire que c'est ça. On peut préciser. À 25 ans, ça serait très ambitieux de ma part de dire que je connais tout, que je sais tout. Je leur ai dit, par exemple, oui, dans la formation, je vois comment gérer une crise cyber, mais malheureusement ou heureusement, j'ai jamais géré de crise cyber. Et malgré tout, après l'entretien, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, voilà, on fait confiance, on sait que tu es junior, on va te suivre. Donc voilà, il a fait bientôt 6 mois que je suis RSSI du GHT. Donc il y a beaucoup de choses à revoir parce qu'il y a eu pendant un certain temps pas de RSSI, mais c'est beaucoup d'organisation. J'apprends quand même, j'apprends beaucoup, mais à revoir un peu tout ce qu'il y a, où on en est, et puis pour mettre toute une stratégie en place et faire tout ce suivi. Alors, c'est très intéressant dans ton parcours. C'est la première chose que je note, c'est que tu es quand même un RSSI aujourd'hui, donc avec le mot responsable dans l'acronyme, d'une entité avec un certain nombre de postes, et surtout qui est quand même assez touchy. Et de deux, que tu viens plutôt, je dirais, bottom to top, c'est-à-dire que tu as commencé vraiment avec le bac pro, avec les mains dans le cambouis, avec du code, pour aujourd'hui me parler, je cite tes mots, stratégie. Totalement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est deux choses qui sont important pour les personnes qui nous écoutent. C'est que le milieu cyber SSI, il change. Il évolue, il est très tendu, et tu n'es pas le seul. Personnes qui sortent de l'ESD, qui sont parties vraiment de l'alternance et qui ont cru en leur capacité et qu'aujourd'hui ont des rôles de responsables. Et ça, je trouve formidable. Donc je tenais à le souligner. Bravo. Merci. Déjà. Bravo et je t'encourage encore pour monter dans cette carrière parce que tu étais vraiment qu'au début et ça promet d'aller très haut. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quoi le rôle d'un RSSI ? Le rôle d'un RSSI, c'est un peu, en tout cas dans des hôpitaux, c'est un rôle vraiment central. Parce que l'objectif, c'est que même si l'hôpital, alors là c'est un groupement d'hôpital doit fonctionner, doit tourner, il faut être capable pour tous les projets informatiques, pour l'hôpital, de dire attends, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. C'est vraiment le rôle de former, c'est vraiment un rôle multitâche, un peu un couteau suisse. Il faut être capable on va devoir former, accompagner les personnes, on va devoir leur expliquer, on va devoir, par exemple, il y a beaucoup, surtout dans le milieu hospitalier ou même dans le milieu pour le secteur public, beaucoup de normes, de règles, de directives, NIS 2, le programme CARE, toutes ces choses-là qui arrivent. Il va falloir que c'est à moi de me renseigner, de voir où ça en est, de dire on a ça, on risque ça, il faut s'organiser, conseiller les gens, mais quand je dis les personnes, ça peut être
le responsable informatique, comme le directeur général, comme une équipe de soignants avec des aides-soignantes, des infirmiers, des ASH, des médecins. C'est vraiment quelqu'un qui va devoir expliquer beaucoup de choses et être au courant, vraiment au centre du fonctionnement. Parce que, par exemple, tous les projets informatiques, il faut que je sois au courant, pas par une curiosité mal placée, mais parce qu'il faut que je leur dise par rapport au projet, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Ça, c'est pas possible parce que c'est tout simplement illégal ou c'est juste très dangereux. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui va devoir mettre en place toute la stratégie, en commençant par le fameux PGSSI ou le PSSI, puis après en passant par une charte informatique, plein de chartes, plein de règles, le plan blanc numérique, le PCAPRA, enfin plein de stratégies, de mettre en place plein de stratégies. Mais oui, ça ne s'arrête pas qu'à la stratégie, il faut aussi beaucoup de former, aider les gens, rendre ça le plus pratique possible. Parce que je ne peux pas arriver et dire, faut faire la cyber, par contre, dans ton projet, tu perds 3 heures à chaque fois pour faire la cyber, il faut rendre ça le plus pratique possible. Et c'est beaucoup un côté un peu formateur, il faut expliquer, réexpliquer. Parce que dans le secteur de la santé, on a des gens qui font beaucoup de choses, qui sont sur du stress, qui font des fois, par rapport à d'autres boîtes plus classiques, il y a des gardes de 24 heures ou avec une grosse tension, des très grosses tensions. Il faut être capable du coup de leur expliquer, de trouver les mots, de s'adapter parce que on va pouvoir aller voir pour expliquer un projet à un directeur général, puis après aller voir une aide-soignante parce qu'il y a un problème avec son compte et lui expliquer pourquoi. Et c'est ça, il faudrait vraiment expliquer et que ça rentre, vraiment expliquer, être moteur, c'est très moteur pour faire rentrer la cybersécurité dans toutes les pratiques. Ouais. En fait, tu es transverse à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux et il faut aussi également être pédagogique parce que souvent, vous n'êtes pas vu comme le gentil monsieur, hein. Ça peut être parfois comme le garde-fou, donc une main de fer dans un gant de velours, hein. J'imagine que c'est la métaphore qui est ajustée. Et donc, le métier de RSSI pour quelqu'un qui est dans un centre hospitalier, est-ce que tu le vois peut-être avec, là tu viens de le dire, hein, tu as des personnes différentes, etc., mais avec aussi sûrement des responsabilités un peu différentes. Alors je m'explique, on a vu dans les médias ces dernières années, évidemment, que les hôpitaux étaient attaqués, les hôpitaux français, européens, et aussi que parfois ça passait. Donc ça veut dire gestion de crise. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite subtilité qu'on peut être dans le rôle d'un RSSI hospitalier, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans des secteurs peut-être un peu moins tendus, un peu moins sensibles? La subtilité, c'est que ça reste une entreprise, mais c'est une entreprise qui est très spéciale parce que déjà, c'est une entreprise qui est tout le temps là. Il y a toujours des gens qui travaillent là-bas. C'est du 24-24, 7-7. Donc on n'a pas de moment où c'est fermé. Donc c'est pareil, il n'y a pas de moment... Pour des choses simples, en fait, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens. Pareil, il faut partout, presque tout est tendu, tout est important. Donc, il faut partout qu'il y ait des procédures dégradées. Pour que ça puisse fonctionner sans Internet, sans informatique. C'est pareil, c'est un milieu qui est très tendu. Où on a on a forcément, ces derniers temps, beaucoup de cyberattaques, beaucoup de très, très tendus, très exposés aux cyberattaques. Donc, il faut être capable de faire attention, de former les gens. Mais c'est des gens qui ont souvent pas le temps parce que, oui, ils ont plein de choses, des gardes, des choses... Le secteur est très tendu, très compliqué. Il faut être capable de leur faire comprendre, de les entraîner, de leur faire comprendre que la cybersécurité, ce n'est pas juste le rôle et le travail du RSSI ou de l'informatique, mais c'est le rôle de chacun avec quelques petits gestes, quelques petits trucs, quelques petites actions, ou des actions, faire attention à certaines choses, leur faire expliquer que vous pouvez continuer à faire votre travail en soignant les gens, parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis... tous, même moi, beaucoup plus indirect, notre rôle c'est de soigner les gens, même si moi c'est surtout de sécuriser les actions et nos patients. Mais ça reste le même, ça reste de soigner les gens, réussir en fait et c'est surtout ça le problème par rapport aux autres entreprises, c'est que il y a forcément un côté économique derrière, mais nous surtout il y a un côté, on a des patients derrière, il y a des vies derrière, il y a des données sensibles où s'il y a des données qui fuitent, c'est pas juste le nom, le prénom, c'est des données médicales. C'est le contrat un peu tacite qu'il y a entre les patients et puis un hôpital, où si tu vas à un hôpital, peu importe le problème de santé, ça restera entre l'hôpital et toi, et puis ça va pas être public ou avoir des infos, ça peut avoir des enjeux, de très 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 gros enjeux si ça fuite, si ça part, quoi. Oui, alors c'était ma question. Là, c'est un peu d'actualité parce qu'on a le chef d'état-major des armées hier qui a parlé, qui dit clairement qu'il faut s'attendre à une guerre avec la Russie pour 2030 et qu'il faut s'attendre aussi à perdre nos enfants, hein, je cite ces mots. Oui, il y a un kit qui est fait, qui est déjà fait ou qui va sortir sur, entre guillemets, comment prévoir une crise, pas forcément la guerre, mais prévoir une crise. Donc, c'est un peu anxiogène tout ça, mais qui parle justement aussi des cyberattaques avec les petits gestes. Est-ce que vous, en ce moment, vous sentez la pression, entre guillemets, étatique
sur vos épaules au niveau du groupe hospitalier et peut-être tes collègues également. Ah oui, on sent forcément cette pression où les tentatives de phishing augmentent à chaque fois. On voit très régulièrement, très régulièrement des cyberattaques sur des hôpitaux qui ont énormément augmenté ces derniers temps. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même l'État qui nous accompagne, qui nous aide, qui se structure, avec les ARS qui nous aident beaucoup, qui structurent. C'est maintenant, ARS c'est Agence régionale de santé. En fait, c'est comment c'est structuré à peu près. Parce que ça arrive, c'est très vite compliqué, mais on a les hôpitaux, puis après on a l'ARS qui va pouvoir nous aider, pour pas que l'informatique d'ailleurs, pour plein de sujets médicaux. Et au-dessus, il y a l'ANS, donc l'Agence nationale, enfin l'Agence numérique de santé, qui elle est juste au-dessus, qui va pouvoir accompagner aussi, faire des notations, nous aider aussi sur certaines choses. Et en fait, on est vraiment accompagné, on a pas mal de choses maintenant. On a Nice 2 qui arrive, le programme CARE, qui est quand même un programme, pour expliquer, c'est un programme de financement. Là, c'est que pour les hôpitaux. C'est un programme de financement où on nous donne, pour faire simple, un espèce de cahier des charges avec des prérequis, des objectifs. Pour s'inscrire, il faut qu'on respecte des prérequis. Par exemple, là, les prérequis, c'était avoir une PGSSI de signer. PGSSI Plan global de sécurité du système d'information. Et aussi, du coup, avoir un plan d'action pour la mise en place d'un PCRA. Et plan de continuité de reprise d'activité. Voilà, PRA. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abréviations. Et ces deux documents-là, puis après, on a plein d'objectifs à faire, de mise en place. Et, en fait, et en échange, on a et c'est des informations publiques. On a, par exemple, c'est des infos publiques que tout le monde peut trouver pour le GHT Normandie-Centre. Si on respecte tous les objectifs et que tout est bon, on rend plein de documents. Et on a à peu près 360 000, 370 000 euros qui sont donnés en échange. Donc on voit que l'État quand même accompagne beaucoup plus. C'est européen, il me semble. Oui, c'est ça, le programme CARE, c'est européen. Donc j'en profite, je prends une petite digression. Un salut à Philippe Touron, qui est un copain et qui a dirigé ce programme-là. Ah bah bonjour. Et c'est vrai qu'on voit que maintenant ça rentre dans les normes. C'est pareil, quelque chose qui dans les hôpitaux, c'est la certification HS. C'est une certification au niveau médical où c'est un peu comme si que tous les hôpitaux sont notés. Et depuis pas très longtemps, avant, il n'y avait aucune notion de cyber ou d'informatique. C'était juste des notations de le parcours patient, de tout ce qui est vraiment patient. Et là, depuis pas longtemps, maintenant, c'est rentré. Il y a vraiment une partie cybersécurité avec ce qu'il faut. Est-ce que les gens comprennent où ils en sont? Est-ce qu'ils sont formés? Donc, on voit que c'est rentré dans les nœuds, c'est qu'ils comprennent que c'est important. Mais maintenant, c'est à nous de faire le travail parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les soignants, je peux comprendre, de leur dire la cybersécurité, il faut les former, il faut les sensibiliser, il faut répéter, répéter, répéter. Faire comprendre que non, c'est pas juste l'informatique qui. Oui. C'est juste l'informatique qui râle et qui est embêtant, mais non, il y a des vraies choses. Quand on refuse des logiciels ou quand on refuse des choses ou des actions, c'est pas que non, vous embêtez, loin de là, c'est que c'est pas bon, que c'est pas normal et que ça peut être dangereux par rapport à ce qu'on nous dit, les recommandations ou les actions à faire. Je note quand même qu'à la hauteur des responsabilités, il y a quand même une aide qui est là, il y a un vrai accompagnement, donc ça c'est important aussi pour nos auditeurs qui voudront aller peut-être un jour être RSSI sur le même secteur, c'est que l'État est quand même actif. Ah oui. Au-delà des aides étatiques, comment tu t'informes, comment tu te renseignes, comment tu te mets au point technologiquement? Comment je me renseigne? Déjà, il y a je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup sur le monde numérique, sur beaucoup de choses, sur les articles qui passent. Et aussi, on a. Ce qui est bien dans le secteur hospitalier, c'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de concurrence. On n'a pas de concurrent. Du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a sur des messageries d'État, on a une conversation avec tous les RSSI ou presque tous les RSSI de France, ou de tous les hôpitaux, des établissements privés, où en fait, et c'est vraiment un lieu d'échange où on pose des questions parce que on fait le même métier, à échelle différente. Mais on fait le même métier, donc ils répondent à nos questions, si on a des questions, si on a des interrogations. Si, par exemple, ils partagent des documents sur des sujets d'actualité, sur leur avancement. Et puis pareil, on a le club RSSI, où moi j'ai adhéré, c'est le club RSSI, c'est toutes les personnes, c'est tous les RSSI de GHT qui sont là-dedans. Et vraiment, on a des réunions régulières, on a des échanges. Vraiment, il y a une vraie aide, on a tout un partage documentaire. Et ce club RSSI, c'est un peu c'est l'un des clubs qui un peu nous représente. Par exemple, pour le programme CARE, l'État, quand ils mettent en place le programme CARE, les futurs programmes, le domaine 1, 2, 3, 4, ils demandent à certaines personnes du club de venir pour nous représenter, pour voir ce qu'on a. Donc, on a vraiment des échanges. À travers ce club, ça permet de pouvoir... ils disent, l'État pose des questions aux représentants de ce club et nous, on peut répondre, on peut dire nos interrogations, nos problématiques. Donc, il y a vraiment ce côté, dans le secteur de la santé, ce côté échange, ce côté entraide où
on se partage des documents, on s'entraide. Voilà, quoi. Je sais que ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai un problème, j'ai demandé à un RSSI d'un autre hôpital. Il m'a répondu comment lui il faisait, quel logiciel il utilisait, quel prestataire il utilisait, parce que ça reste quand même si c'est un milieu qui est vaste, bon, il n'y a pas 8 milliards de logiciels ou de secteurs différents ou de prestataires différents. Ça, c'est super intéressant. C'est qu'il y a quand même un aspect en tant qu'RSSI d'auto-formation, peut-être même autodidacte, et un aspect entraide avec des clubs, avec, dans ton secteur, des messageries spécialisées. J'ai interrogé d'ailleurs Alain Bouillet sur l'histoire de la cyber il y a quelques semaines, donc que je salue au passage. Et donc aussi, on peut les citer, hein, le Club 27001, Oui, le c'est ça, Cézanne, voilà. évidemment, C'est ça, voilà, il y en a beaucoup, le Club EBIOS, dont je fais partie. Voilà, donc tout ça existe dans la communauté C'est ça. SSI, hein, il faut le noter. Et c'est très important parce que le retour d'expérience de chacun vous permet de C'est ça, voilà. progresser. Et en plus, toi qui as vu tous ces aspects, c'est-à-dire très informatique jusqu'à très SSI, ça te permet de continuer à te monter en compétences finalement. Ça, voilà, Ça, ça c'est à permet de noter, monter en hein. compétence, avoir de retour de personnes qui, il y en a certains, ils sont là depuis 30 ou 40 ans à un poste de RSSI, donc ça permet d'avoir un vrai retour d'expérience et une vraie entraide mutuelle, quoi. Est-ce que tu es prêt à la question qui tue ou pas? Alors, est-ce que ton background technique te permet, ou tu penses, te permet d'avoir un avantage sur ton métier d'RSSI aujourd'hui? Bah oui, je pense que ça me permet, enfin les deux avantages qui me permettent, c'est ce background technique, parce que j'ai fait de la hotline, j'ai fait de technique de proximité, bon pas pendant 20 ans, mais j'en ai fait quand même un. Donc je comprends ce que c'est, je vois la problématique, je vois ce que c'est, je vois les problèmes. Par exemple, quand mes collègues de la hotline, je sais qu'il y a certains moments, bah oui, ils se font détruire par les appels parce que il y a beaucoup d'appels qui arrivent, donc je comprends ce que c'est, je sais ce que c'est pour ça que ça me permet de mieux communiquer, de mieux comprendre, même en termes techniques, même en termes humains, social, que le RSSI, c'est un métier très social. Je sais que oui, je pense toujours à me dire à mes collègues de la hotline, par exemple, ou mes collègues de ci ou de ça, avec qui j'ai déjà travaillé, j'ai fait leur travail, faut que je les prévienne, que je fasse ci ou que je fasse ça, parce que je sais que si je le fais pas, moi, ça va pas m'impacter, mais eux, derrière, ils vont galérer pendant des heures et des heures. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que, comme je disais, je viens d'une famille qui est dans le médical. Ma mère est soignante, mon père est laborantin. Donc, ce milieu médical-là, je le connais. Donc, ça permet de comprendre les problématiques, de comprendre les choses et de toujours garder ce côté, pour moi, qui est important, qui, malheureusement, des fois, quand on est trop dans la technique, trop dans le truc qui se perd, on reste dans un hôpital et des fois, il y a des problématiques où, oui, on peut pas être toujours clair et dire, c'est ça, point. Des fois, on est obligé de passer à côté, de trouver d'autres solutions parce que, oui, il y a des problématiques derrière, humaines, de vie, de soins derrière, quoi. J'entends beaucoup l'humain en fait Oui, dans c'est le ça. RSSI, et ça c'est important de le signaler que le RSSI c'est pas un informaticien. Ah non, Et je l'ai entendu encore il y a pas longtemps qui me disait oui je voudrais RSSI technique. Je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que là, tu es responsable, donc déjà, tu es dans la responsabilité. Deuxièmement, tu as parlé de stratégie, donc on est c'est ça, voilà. sur un niveau un peu plus supérieur dans le management. Donc il y a aussi du management, beaucoup de sensibilisation. Maintenant, on va essayer de faire très métaphorique, d'accord? Julien, il se lève le matin, il prend un café, il est au travail. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce que je fais? Après, moi, je suis quelqu'un qui est très organisé, donc ce que je fais, c'est que ça dépend de mon planning. Moi, en fait, pour moi, un RSSI, il faut qu'il soit organisé, parce qu'il y a tellement de choses, on vient tellement nous voir pour plein de choses, pour plein de trucs, On imagine. qu'il faut que je sois organisé. Moi, je sais que très régulièrement, j'ai un jour dans la semaine où je prépare mon plan, ma semaine, la semaine prochaine, par rapport à ce que j'ai, par rapport aux réunions, parce que j'ai toujours plein de réunions, plein de choses. Et je sais, ça dépend des moments. Par exemple, le lundi matin, j'ai toujours des réunions avec. J'ai toutes les réunions, toute la matinée, c'est des réunions avec plein de personnes, responsables informatiques, toutes les équipes. Mais ou sinon, je sais que ce matin, il faut que je fasse ça, il faut que j'avance sur ce projet-là, sur cette charte-là, sur ce programme-là. Donc, tout dépend de la chose, quoi. Ou sinon, des fois, je suis en déplacement où là, je prends un café, mais sur un autre site. Voilà. Donc, tu organises déjà, ça C'est ça. première chose. C'est vrai que RSSI, c'est quelque chose de très organisé, surtout dans une aussi grosse structure, parce qu'il y a plein de projets, il y a plein de choses, il y a des deadlines. Et si on n'est pas organisé, en fait, on est très vite inondé par tout ce qu'on nous demande, parce qu'on a ce qu'on pense. Parce que moi, quand je fais mon planning de la journée, c'est rare que ça se passe que comme ça, quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit j'ai besoin de toi sur ci, j'ai besoin de toi sur ça. Au fait, j'ai une réunion, tu penses que ça serait bien que tu viennes pour ci, pour ça, au dernier moment, tu as toujours quelque chose, quoi. Donc, si tu t'organises pas un planning, un emploi du temps, tu es perdu dans ce que tu fais, quoi. Tu peux pas avancer. Ouais.
Et ensuite, donc j'imagine, tu dois, dans ces fameuses réunions que tu planifies, tu dois, j'imagine, gérer des projets, tu fais des réunions de sensibilisation. Si tu me donnerais 4 tâches, la première, on l'a trouvée, c'est de m'organiser. La deuxième, La deuxième en tâche, ce que je fais souvent, c'est, malheureusement ou pas, mais je traite mes mails, hein, on reçoit tous beaucoup de ouais, bon, mails. ça, oui, effectivement. On reçoit beaucoup de mails, donc c'est où je me suis organisé. Donc je sais que j'ai des périodes dans la journée, parce qu'au tout début, quand je suis arrivé, je traitais les mails un peu comme je faisais avant, mais avant, je recevais peu de mails, maintenant, je reçois beaucoup. Et c'était pas possible, je passais mon temps sur mes mails. Donc maintenant, je sais que dans la journée, j'ai des périodes où je me dis, bon, bah là, pendant 10, 20 minutes, 30 minutes, je traite mes mails. À part, bon, je me suis arrangé pour que quand c'était des mails vraiment urgents, j'ai une sonnerie, un système sonore, et que du coup, ça me permet de traiter maintenant. Donc le traitement de mails. Ou sinon, il y a aussi, c'est ça, de la sensibilisation. Ce que je fais, c'est que je m'organise pour préparer des plans de sensibilisation, aller sensibiliser des gens, soit avec des équipes administratives, soit des équipes soignantes, toujours essayer de sensibiliser, de voir. Et aussi, ce que je fais, c'est beaucoup d'humains. Ce que je fais souvent, c'est que c'est parce que l'hôpital, le CHU de Caen est assez gros quand même. Mes bureaux sont au CHU de Caen principalement. Donc je vais voir, parce que j'ai des collègues, on a tous les bureaux de l'informatique, mais on a des bureaux dans d'autres bâtiments, on a des bureaux un peu répartis partout dans le bâtiment. Donc je vais les voir, je attends leur retour, je vois où ils en sont, est-ce qu'ils ont des retours, est-ce qu'ils ont surtout les gens qui sont en contact avec les utilisateurs, s'ils ont des choses, si tout va bien, si ça va. Le RSSI, c'est quelqu'un de très humain, enfin, c'est comme ça que je le vois, moi en tout cas, quelqu'un de très humain qui doit garder contact avec les gens, garder contact, est capable d'avoir des retours, de toujours parler, d'être moteur, mais en gardant contact, parce que on n'est pas tout seul, qu'on travaille avec beaucoup de monde, et le RSSI ne peut pas avancer sans les autres personnes de l'équipe. Et mettre le nez dans les projets techniques, c'est aussi, j'imagine, de tes tâches. C'est ça, oui. Il y a des spécifications, tu dois avoir Bah, peut-être un état de l'art de tout pour essayer C'est ça, il faut être très technique, parce que c'est dans mon rôle, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est je suis obligé d'être au courant, c'est ça, de chaque projet pour en fait tous les chefs de projet au niveau informatique doivent mettre au courant et remplir un document pour que moi je dise bon, votre projet au niveau cyber il est nickel, il est comme ça, ou il faut faire ci, ou il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que des fois il y a des projets très techniques, on a plein de choses, c'est très 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 technique. Et il faut être capable de se renseigner. Il faut être quelqu'un il faut pas être passif. Il faut vraiment pas être curieux. Il faut être curieux, il faut être moteur. Parce qu'on arrive sur des projets, des fois, tu ne connais ni la techno, ni la chose. En plus, c'est du médical. Donc, des fois, c'est pour des sujets médicaux ou c'est des applications médicales où il y a peut-être entre 50 hôpitaux en France qui l'utilisent. Mais puisque c'est un CHU, c'est un gros établissement, du coup, on l'utilise. Donc, il faut être capable d'être curieux, de se renseigner, d'être moteur, de relancer les gens, et surtout, c'est ça, surtout d'être moteur, je dirais, si je devais résumer un mot, être moteur, parce que sinon, on n'avance pas, quoi. Alors, je dirais, pour conclure, hein, les qualités premières que tu vois pour un RSSI, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un d'humain et manager, et donc moteur, hein, tout ce que tu viens de dire, et c'est quelqu'un de curieux. C'est ça. Voilà, qui peut s'intéresser un peu à tout et qui va mettre son nez un peu partout et se mettre à jour un peu tout le temps. C'est ça, c'est un métier où il faut que tu te mettes à jour tout le temps, sinon, voilà, quoi. C'est un métier qui va... tu le sais très bien, qui va très très vite, ça avance très très vite, il y a plein de choses qui avancent très vite, et si tu te mets pas constamment à jour, tu te formes pas constamment, tu te sensibilises pas constamment, tu peux perdre le bateau. Tu perds, c'est ça, tu perds, et tu fais plus de la bureaucratie que de la cybersécurité, quoi. Ouais. Et puis ces spécificités aussi d'être RSSI dans le milieu médical, qui est quand même un secteur très tendu pour variantes raisons, et surtout qui est très attaqué. Genre, au passage, je connais d'autres RSSI, hein, j'en ai cité tout à l'heure, mais je vais les citer là maintenant, ou des personnes qui ont travaillé dans le milieu hospitalier. Donc j'en profite, hein, Philippe Loudneau à l'époque et Patrice Bijard. Donc j'ai cité aussi Philippe Touron. Donc j'ai eu beaucoup de choses qui sont venues à mes oreilles sur les difficultés que vous rencontrez, et je tiens à quand même féliciter des personnes comme vous qui peuvent peut-être paraître anonymes dans le monde, je dirais profane de la cyber, mais qui permettent aussi de faire en sorte que quand on va dans un hôpital aujourd'hui, ça tourne, parce que derrière, ça ne pourrait pas tourner, parce qu'il y a une réelle menace. Hein, ça, c'est l'actualité qui en parle. Totalement, oui. Donc, pour conclure, est-ce que tu auras un petit mot de conclusion avant que je termine Un mot de conclusion, ça serait peut-être pour les étudiants, leur dire que je sais que c'est compliqué. Moi, je suis passé par là avant d'être RSSI, entre l'obtention de mon diplôme en septembre. Mon passage RSSI, j'ai eu 8 mois de chômage où je ne trouvais pas de poste, parce que je sais que c'est compliqué, en sortie même de master ou moins de doctorat, mais d'école en général.
Mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se battre, à chercher, à toujours se former et surtout oser. Moi, comme je dis, j'ai mis mon premier pied à l'hôpital, en tout cas au CHU, mais juste en cherchant le DRH, le nom du DRH et en envoyant un mail directement sur sa boîte mail pro. Il ne faut pas hésiter à chercher. Et puis même si vous avez des offres où vous n'êtes pas 100% dans la chose, il ne faut pas hésiter à envoyer votre CV, à chercher. Parce que peut-être qu'on ne vous prendra pas sur ce poste-là, mais sur un autre poste. Et pour les entreprises, pas hésiter à faire confiance à vos jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à prendre des jeunes, mais c'est qu'avec les jeunes que vous pourrez avancer, que vous pourrez avoir quelqu'un qui reste longtemps, voire même très longtemps. Et c'est ça, faire confiance à vos jeunes pour les former, pour les aider, pour avancer avec eux. Parce que c'est que comme ça, si c'est les entreprises qui font confiance aux jeunes et les jeunes qui se donnent vraiment à fond et qui y vont et qui prospectent et qui montrent que oui, pas parce que j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, que je ne suis pas formé, que je ne suis pas capable, que ça avancera. Oui, d'ailleurs, pour conclure ce podcast, d'ailleurs, je tiens vraiment à te dire bravo pour ton parcours parce que je l'écoute et j'en ai entendu beaucoup. Avec maintenant, on a quand même certifié plus de 1400 personnes aujourd'hui à l'ESD. Et c'est vrai que de voir qu'on t'a laissé saisir ta chance, mais que toi, tu t'es donné les moyens, et de voir aussi que tu es parti vraiment d'un Mac Pro pour arriver aujourd'hui RSSI d'un centre hospitalier. Et surtout, je l'entends, les compétences que tu as pu obtenir par ta force de travail, par ton intelligence, etc., t'ont permis aujourd'hui permettent aujourd'hui, j'imagine, les personnes qui t'entourent de dire j'ai quelqu'un de compétent et surtout j'ai un vrai RSSI avec moi. Oui, c'est ça, voilà. C'est magnifique. Donc là, nous, c'est une fierté pour le SD Cybersecurity, c'est d'avoir des personnes comme toi. On va en recevoir d'autres d'ailleurs parce que ça nous permet d'avoir confiance en ce qu'on fait et ça nous donne une certaine légitimité et puis surtout une certaine fierté. Donc voilà, bravo encore de la part de toute l'équipe ESD. Merci. Et merci en tout cas Julien d'être venu. Jusqu'à Paris, il faut le dire, t'es venu jusqu'à Paris pour ce podcast qui, je suis sûr, va plaire à énormément de personnes. Bravo encore pour ta carrière, ton début de carrière, je dirais, qui, je suis sûr, va aller le plus loin possible.